Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International et tout de suite, Jean-Yves Heurtebise vous présente son émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons donc continuer le podcast de la semaine dernière qui avait trait à la visite de la présidente, de la dirigeante actuelle du Kuomintang, Zheng Yuan, qui s'était rendue en Chine entre le 7 et le 12 avril. Donc on va revenir sur cette visite-là, voir ses conséquences actuelles. La semaine dernière, nous avons fait une sorte de perspective historique, de mise en perspective historique de rapport entre le PCC et le KMT, soulignant la manière dont le KMT était passé des 3 non en 1979 à aujourd'hui, depuis au moins Ma Ying-jeou, une position presque des 3 oui. Oui pour les contacts, oui pour les négociations et oui, d'une certaine manière, pour les compromis, ou du moins au niveau de sa dirigeance. Alors, la chose sur laquelle on voudrait que s'y continuer, c'est d'abord l'idée de convergence politique et divergence stratégique. Alors, pourquoi est-ce que cette rencontre est possible, mis à part donc ce changement à 180 degrés de la position du KMT par rapport à la Chine? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a une forme de continuité, une forme, on va dire, de proximité, plus exactement, dans ce qui est aujourd'hui le KMT, ce qu'est aujourd'hui le PCC. Alors, tout d'abord, il faut comprendre que entre les deux dirigeants, en ce qu'ils expriment de leur position politique, de leur parti, donc plus ou moins intégralement évidemment pour Xi Jinping et plus ou moins partiellement pour Zheng Yuan, il y a évidemment le fait que des deux côtés, on a deux formations politiques qui sont, on dira, à la fois révisionnistes et ethnicistes. Révisionnistes dans le sens où elles promeuvent une vision de l'histoire qui est à certains égards diffère de la version historique officielle, donc surtout évidemment du côté chinois, donc et aussi parfois du côté du KMT, si on pense par exemple à la manière dont est lu et relu l'épisode des lois martiales et on va dire de ce qu'on appelle la terreur blanche. Donc deux formations politiques révisionnistes du point de vue de l'histoire et ethnicistes. Ethnicistes en quel sens? Au sens où en fait on a deux formations qui placent l'identité quasi biologique, raciale, Han, comme quelque chose qui en fait se situe au-dessus des différences sociopolitiques. C'est-à-dire tout est là, c'est-à-dire tout est dans l'idée. Alors cette différence raciale, elle n'est pas exprimée de façon raciale, évidemment, parce que on va dire aujourd'hui, ça serait un concept qui pourrait, on va dire, prêter à critique, mais il y a l'idée de continuité du sang, il y a l'idée de continuité même dynastique depuis l'empereur jaune, empereur mythique qui d'ailleurs n'a jamais existé. Donc il est intéressant qu'il y ait cette continuité mythique qui est affirmée. Et donc cette identité biologique, elle est affirmée à travers l'idée d'une culture commune, même si en réalité, après on va dire plus de 70 ans de séparation, 80 ans de séparation entre les deux rives, il y a malgré évidemment le substrat commun indéniable qui est lié au fait que Taïwan a commencé à faire partie du monde chinois à partir de la fin des Ming et du début des Qing, c'est-à-dire on va dire, c'est-à-dire en gros au milieu du XVIIe siècle. Donc à partir de là, il y a donc cette continuité, on va dire, de sinophone qui a été interrompue par la domination japonaise, par donc les 50 ans, les 40 ans de régime impérial japonais entre 1895 et 1945. Et à ce moment-là, il y a une divergence qui commence à s'installer
et qui est à nouveau renforcée à partir du moment où il y a une divergence démocratique, avec à partir donc du commencement de la démocratisation de Taïwan à la fin des années 1980. Donc l'idée pour le KMT et le PCC, c'est d'affirmer une culture ancrée dans une filiation, on va dire, génétique, sanguine, qui est en fait plus importante que la différence politique entre un régime autoritaire et libéral et un régime démocratique libéral. Donc ici, c'est vraiment l'importance. Est-ce qu'on donne importance au régime politique ou est-ce qu'on donne importance à la culture? Et selon, évidemment, la réponse à ça, on voit une identité. De l'autre côté, on voit une différence. Ensuite, il ne faut pas oublier que la raison de ce rapprochement, de cette rencontre possible entre ces deux dirigeants, c'est que, en fait, si Taïwan est une démocratie, en fait, du point de vue historique, c'est le KMT qui a le plus perdu au change de cette démocratisation. Puisque d'un parti unique et évidemment par la même majoritaire, il est devenu un parti d'opposition. Et ce parti d'opposition a perdu 3 fois de suite les élections présidentielles depuis 2016, depuis la première présidence de Tsai Ing-wen. Donc en fait, on voit un parti qui s'est forgé à Taïwan en relation avec la loi martiale et pour qui la démocratie signifie finalement aussi une perte de pouvoir et qui donc même si sans doute il est attaché à certains aspects de la démocratie représentative, ne va pas hésiter à mettre en avant quelque chose de plus profond que cette structure politique, à savoir la culture commune, même si en réalité cette culture est aujourd'hui extrêmement différente à certains, notamment au niveau de la culture populaire entre les deux rives du détroit. Alors, même si, évidemment, la Chine, avec tous les moyens de communication dont elle dispose, tend à, on va dire, effacer sa différence et que ces dernières années, avec la présence de TikTok et d'autres moyens de communication et de réseaux sociaux chinois, cette différence tend stratégiquement à être effacée par la Chine. Ensuite, là où le KMT et le PCC peuvent se retrouver, c'est qu'on a deux partis politiques qui fondent une grande partie aussi de leur légitimité sur le succès économique. Et donc ici, on a finalement deux idéologies à l'intérieur desquelles finalement la réussite personnelle qui est manifestée par le succès économique, gagner de l'argent, est au fond bien plus importante que l'idée d'un développement créatif de la personne dans un environnement libre. Et ça, en fait, c'est pas très important. Ce qui est important, l'idée, c'est que voilà, en se ralliant avec la Chine, le Taïwan va être dans une position économique avantageuse. Alors sur ça, on va faire un petit point. Pendant longtemps, ça a été effectivement la position du KMT par rapport au DPP de dire que le DPP aurait tout intérêt à se rapprocher de la Chine, ou plus exactement que Taïwan, que les Taïwanais auraient tout intérêt à s'éloigner du DPP parce que le DPP empêche Taïwan d'avoir des relations économiques avec la Chine étant une économie florissante avec une croissance à 2 chiffres. Donc ça a été vrai pendant les années 1990, 2000, 2010. Or, à partir des années 2020, on n'est plus vraiment dans ce cas. Si on prend par exemple aujourd'hui, la croissance PIB du PIB chinoise pour 2026, elle est annoncée entre 4,5 et 5%, et les dernières évaluations de la croissance économique taïwanaise pointent à 7,7%. Donc, on n'est pas loin d'un doublement de croissance du point de vue de Taïwan par rapport à la Chine. Ensuite, si on regarde les investissements étrangers, il faut comprendre que du point de vue des investissements étrangers, en 2010, les investissements étrangers correspondaient de Taïwan vers la Chine correspondaient à 80% de ce qu'on appelle les outbound investment, donc des investissements directs à l'étranger. Or, aujourd'hui, on est à moins de 10%. Donc, en 15 ans, on a divisé ces investissements par 8. Et donc, aujourd'hui, si Taïwan peut avoir une croissance à 7,7%, ce n'est pas grâce à son exposition à la Chine, puisque, en réalité, celle-ci a diminué à même moins de 10%
dans les années les plus récentes, à partir de l'année dernière. Donc tout le discours sur le fait que Taïwan a besoin de la Chine pour la prospérité économique, les faits montrent que c'est absolument le contraire. Donc, d'une certaine manière, le KMT n'a pas d'autres aujourd'hui propositions par rapport à la relation avec la Chine que de mettre en avant les aspects symboliques, les aspects culturels, alors même que toute cette plateforme est une plateforme qui vise à, on va dire, mettre l'accent sur le succès économique et sur l'accumulation du capital. Ensuite, il y a aussi une convergence entre le KMT et le DPP et le KMT et le PCC aujourd'hui. Si aujourd'hui il y a une convergence entre le KMT et le PCC, elle se manifeste dans le fait que, par exemple, on sait que le KMT bloque depuis novembre 2025 une proposition de la présidence de porter à 40 milliards les dépenses militaires. Et ça, c'est donc destiné en grande partie à l'achat d'armes américaines, mais aussi au développement d'une industrie de défense indigène. Et il est très probable qu'un tel blocage par le KMT des dépenses militaires, d'une loi des dépenses militaires proposée par la DPP, était un peu, en fait, la condition de la rencontre entre Xi et Chiang, et que donc, il y a ici une forme de, on va dire, de politique chinoise faite par procuration par le KMT, notamment au niveau notamment des questions des dépenses militaires, qui pour la Chine est extrêmement importante et reste un point de contentieux extrêmement sévère et aigu avec les États-Unis. Et évidemment que si Taïwan n'arrive pas à éprouver une dépense militaire liée aux armes américaines, pour les États-Unis, ça peut être pris en considération comme une manière de dire que finalement Taïwan n'est pas sérieux dans sa défense, et c'est exactement évidemment ce que Xi Jinping veut, en rencontrant donc le président Donald Trump en mai, c'est de lui dire regardez, nous avons une relation avec Taïwan par l'entremise du KMT. N'interférez pas dans cette relation. Ils n'ont pas besoin de vos armes. C'est une affaire politique intérieure. Donc c'est ça, en fait, du point de vue de la Chine, l'intérêt de cette visite avec un parti qui est évidemment extrêmement, on va dire, quantitativement inimportant du point de vue de la Chine. Rappelons que le KMT, c'est 330 000 membres et le PCC, c'est 100 millions de membres. Mais il y a un objectif stratégique de à la fois diviser Taïwan de l'intérieur, de minimiser, réduire le pouvoir du président, et ensuite de vendre cette division interne à Taïwan aux États-Unis, comme le fait que Taïwan est en fait une position ne vaut pas la peine d'être défendue par les États-Unis. C'est en fait à ça que sert du point de vue chinois cette visite, le fait de recevoir la dirigeante du Kuomintang, même si celle-ci, il faut souligner, on finira sur ça, n'est pas nécessairement majoritaire, et il faudra voir au niveau donc des prochaines élections de 2028 si c'est la dirigeante actuelle du KMT qui est choisie comme candidate, ou si il y a une autre candidate qui émerge, par exemple la maire du Kuomintang de Taichung actuelle, qui pourrait être dans une position plus modérée. Qu'est-ce que les électeurs du KMT vont choisir, et ensuite qu'est-ce que les électeurs de Taïwanais vont choisir, sachant qu'une nouvelle défaite du KMT pour la 4e fois serait évidemment un coup à nouveau désastreux pour les finances du parti et pour surtout son intérêt pour Pékin. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.